Bonjour tout le monde, une petite vidéo parce que je suis allée hier à une conférence sur le secret de la persuasion. En fait, c'est un club manager. J'ai été invitée par le directeur général de la société UBS. C'était à Metz, et donc voilà, j'ai fait l'aller-retour de Francfort à Metz pour pouvoir y participer. C'était super intéressant et justement le thème de hier soir, c'était le secret de la persuasion. Et alors, vous savez, j'ai été technico-commercial ou sales manager les dernières 15 années. Donc, la vente, c'est quelque chose qui a envahi mon espace les 15 dernières années. Mais en tant qu'ingénieur, je suis toujours restée sur le côté beaucoup plus technique, beaucoup plus conseil, parce que j'ai toujours eu un problème avec la vente. En tout cas, au départ. Et donc, je trouvais que c'était beaucoup plus facile de partir sur le conseil. D'ailleurs, je suis devenue coach parce que j'adore cette idée de conseiller et de prendre vraiment l'envie du client et de l'emmener là où, à l'achat qui est intéressant pour lui. Et du coup, les 15 dernières années, je me suis beaucoup intéressée à cette histoire de vente. Au départ, je n'aimais pas trop et je trouve que finalement, le concept est de plus en plus intéressant parce que on est tous obligés de vendre et on vend tous tout le temps. On vend des idées, on vend des principes à nos enfants, on est tous en train tout le temps de vendre. On vend notre image aussi, hein. Et donc, voilà, je trouve que c'est toujours très intéressant de comprendre un peu les mécanismes. Et hier, voilà, c'était 2 heures de conférence sur ça et j'avais envie de vous les partager parce que j'ai pas forcément appris quelque chose de concret, enfin, de nouveau, mais ça a toujours, on va plus dans les détails, on va plus dans l'affinement des théories et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, le conférencier qui a fait cette conférence hier, c'est Michael Aguilar, qui est à Paris, je crois, et qui a écrit des livres, vendeur d'élite. Il a un cabinet aussi de consulting et il forme les vendeurs dans la France entière et aussi à l'international. Et j'ai vraiment bien aimé la façon dont il a expliqué. Parce qu'on est parti des neurosciences. Alors, on est parti, on a fait, comme il dirait, un voyage en encéphalie. Et donc, vous savez certainement maintenant que on a, on va dire, 3 parties dans notre cerveau. Je vais prendre ma main pour les expliquer. Donc, on a le cerveau limbique. On va dire que c'est ce cerveau-là, c'est le plus ancien. D'accord? Le cerveau limbique, c'est celui qui est non, c'est pas le limbique, je raconte des bêtises. On a le cerveau reptilien, voilà. Alors, on a le cerveau reptilien, c'est lui, là, c'est le plus ancien, d'accord? Le cerveau reptilien, c'est celui qui est responsable déjà de toutes nos fonctions qu'on ne contrôle pas, comme la respiration, par exemple. Notre volonté n'est pas capable d'arrêter notre respiration. On ne peut pas se suicider parce qu'on arrête notre respiration. Vous pouvez essayer. Je suis pas content, j'arrête de respirer. Euh, Au bout d'un moment, notre cerveau reptilien, donc celui-là, il dit attends, qu'est-ce qu'il fait? Il a une tue et boum, il va reprendre la commande et on ne va pas pouvoir continuer sur notre stratégie. C'est lui qui décide, d'accord? Donc, c'est pareil pour pas mal de choses, ou alors sur le fait juste que quand il y a un danger, et ben lui réagit tout de suite. Donc, c'est soit il part en courant, soit on se fige, ou soit on contre-attaque, d'accord? Donc ça, c'est notre premier cerveau, c'est le plus ancien, d'accord? Si ce cerveau-là considère que tout va bien, il va partir sur le deuxième cerveau, on va dire que c'est celui-là, c'est le limbique, justement. Le cerveau limbique, il contrôle pas mal de fonctions aussi de notre corps. Et en fait, c'est le cerveau des émotions. Lui, alors, il a à peu près 65 millions d'années. Et voilà, on va dire que c'est le cerveau des émotions. Donc, vous êtes certainement au courant qu'il y a 6 émotions primaires, mais il y a pas mal d'émotions secondaires, parce qu'on peut faire des mélanges entre 2 émotions primaires, donc la peur, le dégoût, la colère, la joie, la tristesse. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant hier soir, je ne le savais pas,
c'est que nous avons 49 émotions négatives et 37 positives. Donc, nous avons plus d'émotions négatives que positives. Et ça, enfin, on ne l'avait jamais dit comme ça, et je trouve super intéressant. Il y a une émotion qui est, par contre, la surprise, je l'ai oublié tout à l'heure. Il y a une émotion primaire qui est dans les deux, donc la surprise. Et la surprise peut être négative ou positive. Si elle dit, ah, j'ai une surprise pour toi, t'es viré. Ça peut être négatif. Ou alors, j'ai une surprise pour toi, tu viens de gagner une voiture. Ça peut être plutôt positif. Donc, la surprise est dans les deux camps. Et en fait, l'homo sapiens est donc foncièrement négatif, on va dire ça comme ça, ou pessimiste, on va dire ça comme ça, parce que, ben, il y a longtemps, quand on habitait dans une caverne, et ben, il était plus sage d'être prudent et donc est axé sur ses émotions négatives. Il a utilisé un exemple, par exemple, l'homo sapiens positif ou optimiste, il sort de sa caverne, il dit, oh tiens, un gros chat, et boum, hein, il est mort. Alors que celui qui est plutôt sur ses arrières, il dit, ok, le gros chat, c'est un gros tigre, et on va pas sortir. Donc en fait, pour notre survie, il était, jusqu'à maintenant en tout cas, plus intéressant d'avoir ces émotions négatives parce que les émotions sont là pour nous dire, pour nous prévenir d'un danger éventuel ou d'un besoin qu'il faut qu'on ajuste. D'accord? Donc, souvent, en fait, en fonction de ces émotions-là, on a une réaction. Et donc, les deux réactions possibles, c'est recherche du plaisir, recherche pour aller vers des émotions positives. Et une autre façon de réagir, c'est l'inverse, c'est éviter les émotions négatives. Et en fait, l'être humain va avoir plutôt tendance à réagir quand on lui propose d'éviter des émotions négatives. Et par exemple, si je vous dis, ok, on va jouer à un jeu, pile face, pile, vous me donnez 5 000 € par exemple, ou 50 000 €, on va faire ça plus crasse, plus concentré, enfin plus exagéré. Donc on va dire, pile, vous me donnez 50 000 €, face, je vous donne 50 000 €. Qui joue pour de vrai? Et là, en fait, dans la salle, eh ben, personne n'avait envie de jouer. Et donc ça montre bien que finalement, la protection, non, je ne veux pas perdre 50 000 € est plus fort que la joie de dire j'ai des chances de gagner 50 000 €. D'accord? Donc ça, c'était un des points que j'ai trouvé intéressant hier soir. Ils se sont rendus compte aussi avec l'imagerie mentale que éviter la douleur prend plus de place neuronale, d'activité cérébrale. Donc le négatif occupe plus d'activité cérébrale que le positif, d'accord? Notre cerveau est plus enclenché pour éviter le négatif que pour se mettre dans le positif. Son jeu, lui, c'était pas 50 000 €, c'était 100 000 € d'après mes notes. Donc, c'est une chose sur laquelle on peut jouer. La première règle, finalement, c'est la première règle de persuasion, c'est réduire les émotions négatives et augmenter les émotions positives. Donc, jouer sur toutes ces émotions négatives en disant, si aujourd'hui tu as peur, la peur est vraiment l'émotion suprême négative, c'est l'émotion par excellence. Maintenant, il y en a plein d'autres, il y a la culpabilité, il y a les regrets, il y a pas mal d'autres émotions négatives sur lesquelles on peut jouer, mais c'est vrai que la peur, on le voit dans notre environnement actuel, la peur c'est l'émotion sur laquelle les médias, les politiques, les pubs jouent le plus, d'accord? Donc en fait, voilà, c'est fais ça et si tu veux pas perdre d'argent, fais ça si tu veux pas perdre ta santé, fais ça si tu ne veux pas perdre ton boulot, et ainsi de suite. Et ça, c'est beaucoup plus parlant que de dire fais ça et tu vas gagner de l'argent, fais ça et tu vas avoir une meilleure santé, fais ça et tu vas avoir une meilleure position. Donc le fait
menacer, entre guillemets, en disant si tu ne fais pas ça, alors tu vas perdre ça, est beaucoup plus efficace que dire si tu fais ça, alors tu vas gagner ça. Donc voilà, je trouve ça triste, mais c'est comme ça. On est comme ça, on est fabriqué comme ça. Ils avaient fait d'après ce qu'il expliquait hier, en fait, ils avaient fait une étude où ils avaient dit, voilà, des gens assez apolitiques, ils ont dit, ok, on va vous donner 2 candidats et vous allez nous dire pour lequel vous voulez voter à la fin en fonction des informations qu'on a données. Pour le premier groupe, ils ont donné en fait une apologie d'un des candidats en disant à quel point il était génial, altruiste et blablabla. Et après, ils m'ont demandé qui voterait pour lui. Donc 100% des gens voteraient pour lui. Le deuxième groupe, en fait, ils ont fait l'inverse. Ils ont donné l'autre candidat, donc le candidat numéro 2, et ils ont dit voilà à quel point ce candidat-là est pourri, entre guillemets. Donc finalement, tous les défauts et toutes les magouilles que ce candidat a pu faire, ils les ont mis en avant. Et après, ils disent pour quel candidat vous votez. Du coup, ils ont voté pour le premier, même s'ils n'avaient pas trop qui était le premier candidat, c'est toujours mieux qu'un pourri. Et maintenant, ils ont dit, ok, on va continuer, on va vous expliquer une chose. Donc pour le premier groupe, qui avait le candidat numéro 1 et qui avait été mis sur un piédestal, finalement, ils ont dit les informations étaient assez erronées et finalement, il n'est pas si parfait que ça et il y a ça et ça qui ne vont pas, il a eu tel problème ou il y a eu tel magouille avec lui. Et du coup, 70% des votes ont changé. D'accord? Donc au départ, ils trouvaient ce gars-là génial, ils ont voté pour lui. Après, ils ont eu des contre-informations, ils ont à 70% décidé de voter pour l'autre personne. Le deuxième groupe, donc au départ, ils avaient le candidat 2 qui était un candidat pourri, donc ils ont préféré voter pour le candidat 1 aussi. Et après, en fait, on leur a expliqué que, en effet, le candidat 2 était pourri, mais que le candidat 1 était aussi pourri, que c'était un pourri, contre un pourri. Et finalement, ils ont changé que de 34%. Voilà. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Quoi d'autre encore? La deuxième règle qu'on peut prendre en compte pour avoir une meilleure puissance de persuasion, c'est que le système limbique, donc celui-là, on est toujours à celui-là, donc là c'est le reptilien, là c'est le limbique. Donc le limbique c'est le deuxième cerveau qu'on a eu dans notre évolution. Le système limbique est à nouveau le siège de nos valeurs. Donc en fait, quand on veut persuader quelqu'un, il faut lui faire comprendre qu'on mène un combat contre quelque chose. D'accord? Par exemple, si vous vendez une gamme de compléments alimentaires, vous pouvez très bien vendre ça comme des compléments alimentaires, ou alors vous pouvez vendre ça comme un combat pour un mieux-être, pour une vie plus pleine, pour plus d'activités, pour mieux pouvoir jouer avec ses petits-enfants, vraiment pour mener un combat du bien-être de la personne, en disant que c'est très important et quand on a vraiment un bien-être physique, et bien du coup, on peut juste aider beaucoup plus de personnes, on peut juste avoir un monde meilleur. Si tout le monde se sentait physiquement plus en forme, était moins malade, le monde serait juste meilleur. Voilà, il y a une différence entre juste vendre 3 pilules et vendre un monde meilleur. Ok? Donc voilà, c'est vraiment partir sur un combat, sur des valeurs, et il y a des listes universelles qui existent sur les valeurs universelles principales, justement. Ok, donc ça c'est la deuxième règle qu'il a proposée. La troisième règle qu'il a proposée, c'est être binaire. Le système limbique, à nouveau, n'aime pas les demi-teintes, c'est noir ou blanc. C'est soit tu fais partie des personnes en bonne santé, soit pas. Soit tu utilises mes produits, tu fais partie des systèmes en bonne santé, soit tu n'es pas en bonne santé. Bon. Pas très sympa. Donc vraiment avoir une espèce de choix binaire comme ça. Soit tu fais partie, soit tu votes pour moi et tu es dans la France du progrès, soit ça va être une catastrophe. Quoi encore? Ah oui, il y a une pub comme ça.
c'est en fait le message principal, c'est le banquier d'en face est un tocard, il revient chez nous. Ou alors Apple, ils ont fait une pub où il y avait un gars super cool qui était plutôt un Apple, et il y avait un gars qui s'était pris les pieds dans ses câbles d'ordinateur en costard cravate, donc pas vraiment cool. Et voilà, c'était en gros, soit tu es has-been et tu prends tes pieds dans ton câble d'ordinateur, soit tu es Apple. Ok? Donc vraiment essayer d'être binaire comme ça. Et il avait tout un slide aussi avec pas mal de phrases comme ça très choc, et j'admets qu'elles étaient assez parlantes. D'accord, donc ça c'était la troisième règle. La quatrième règle. Ah ouais, notre cerveau limbique, donc toujours celui-là. Donc on a le reptilien, on a le limbique, ok. Notre cerveau limbique a un instinct grégaire, ok. Ça veut dire qu'on ne peut pas le combattre, c'est compliqué. Et pour ça, en fait, ils ont mis quelques exemples. Et il y avait un exemple c'était un ascenseur. Et en fait, quand on rentre tout dans l'ascenseur, normalement, on a les portes de l'ascenseur, on fait face aux portes de l'ascenseur, ok. Et en fait, là, ils ont fait en sorte qu'il y avait déjà une personne qui était dans l'ascenseur, et après, il y a deux acteurs, on va dire, qui sont arrivés, qui se sont mis dos, donc ils regardaient en fait le mur de l'ascenseur et non la porte. Et en fait, toutes les personnes qui étaient dans l'ascenseur, les 3 personnes qui étaient comme ça, qui regardaient en fait contre le mur, et la personne qui est arrivée en premier et qui avait un comportement normal et qui regardait en face, eh ben, elle s'est tournée. Toutes les personnes se tournent. Et c'est pas la première expérience que je vois comme ça. J'avais vu aussi une expérience chez un médecin où les gens, à chaque fois qu'ils entendaient un bip dans la salle d'attente, ils se levaient. Et en fait, voilà, la dernière personne arrivée, au bout de 3-4 bips, elle a commencé à se lever aussi. Et les premières personnes qui sont parties, et donc celles qui savaient pourquoi elles se levaient, elles sont parties. Celles qui étaient restées en dernier, qui ne savaient pas trop pourquoi elles se levaient, mais elles l'avaient fait parce que les autres l'avaient fait, étaient toutes seules dans la salle d'attente, et le bip continue à faire, et elles, toutes seules dans la salle d'attente, continuent à se lever. Et vous dire, moi je ne fais pas comme ça, moi je ne ferai pas un mouton de panurge comme ça, et bien si, on est tous comme ça. Donc à différents degrés, d'accord, mais on est quand même bien tous comme ça. Et du coup, et ben pour la vente, ça aide. Quand on dit par exemple, alors je sais plus, c'est pas trop marqué sur mes notes, mais quand on dit par exemple, mais tout le monde sait que pour être en bonne santé, il faut prendre des compléments alimentaires, que la pomme d'aujourd'hui n'est pas la pomme d'il y a 50 ans. Tu as l'air très bête de ne pas le savoir si tu ne le savais pas encore. Et donc du coup, tu vas pas oser te dire non, c'est pas vrai, j'ai jamais lu cette information. Ça va être compliqué d'aller contre tout le monde le sait, ou alors mais vous savez tous que pour être un bon manager, il faut être coaché. Tous les bons managers sont coachés. Donc, si tu ne te fais pas coacher, tu n'es pas un bon manager. Donc, ton instinct grégaire va faire en sorte que tu te fasses coacher. Par exemple. Voilà, donc ça c'était la 4e règle, l'instinct du cerveau limbique. La 5e règle qu'il a expliquée, et il en aura expliqué une 6e, et après en gros ça sera ça pour aujourd'hui, c'est il faut entrer dans l'émotion et ne pas rester sur la raison. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc on a ici le reptilien, d'accord? On a le limbique. Le limbique est le siège de l'émotion. Et en fait, l'information qui arrive au cerveau passe par le reptilien. Si le reptilien va bien, il va donner l'information au limbique. Le limbique, c'est l'émotion. Et seulement après, si ici tout va bien, alors il y a l'information qui va passer ici, voilà, comme ça. Et là, le cerveau, ça va être le néocortex. Et le néocortex, c'est le siège de la raison. D'accord? C'est le cerveau qui arrive en dernier. C'est le cerveau que les humains ont et que les animaux n'ont pas forcément. Les animaux, ça reste au limbique. Ok? En fait, donc le néocortex, le dernier cerveau qu'on a eu, c'est vraiment la raison logique, la projection, le langage aussi, la créativité. Donc voilà, c'est tout ce qu'on utilise au quotidien.
Mais il faut savoir quand même que les décisions sont prises avant d'arriver ici. Elles sont prises avant d'arriver au néocortex. Et donc nous, en tant que humains qui raisonnent, nous pensons que nous sommes ici dans le raisonnement et que c'est cette partie-là qui prend les décisions, et pas du tout en fait. La partie-là prend les décisions, et une fois qu'elle a pris la décision, ça passe au néocortex, et le néocortex, lui, trouve des raisons valables pour la décision. Mais elle est prise avant. Et ils se sont rendus compte aussi que les décisions souvent étaient prises avant que nous le sachions nous-mêmes. Donc c'est vraiment quelque chose d'inconscient. Dans un RMN, ils ont fait des tests, ils se sont rendus compte que les parties de la prise de décision, elles étaient allumées 6 secondes avant que la personne consciemment fasse le choix de sa décision, appuie sur le bouton A ou sur le bouton B. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui pensent qu'ils sont des personnes très rationnelles, eh ben, je suis désolée, mais vous n'êtes peut-être pas si rationnel que ça. Et vous utilisez votre raison pour rationaliser tout ça. Souvent en coaching, on dit, ok, là il est en train de rationaliser, mais finalement, nos décisions sont prises d'une façon ou autre. Et tout passe par l'émotion. Et on en revient à cette sacrée émotion. Donc, comme dirait Platon, apparemment, c'est la raison qui fait l'homme, mais c'est l'émotion qui le conduit. Voilà. Alors, ils se sont rendus compte qu'on a parlé de l'instinct du cerveau limbique, hein, donc le cerveau là. L'instinct du cerveau limbique, c'est l'instinct grégaire. C'est celui qu'on ne peut pas combattre, donc c'est cette histoire d'ascenseur, hein, où on suit les autres un peu comme des moutons de Panurge, même si on ne comprend pas trop le sens, quelque part on est obligé de le faire. Et on s'est rendu compte que l'instinct du néocortex, parce que le néocortex, dans cette partie responsable, raisonnable, créative et intelligente, entre guillemets, de l'intelligence purement QI, et ben, elle a aussi un instinct, et c'est l'instinct de l'évolution, l'instinct de la découverte, alors qui est aussi plus ou moins évolué chez les personnes. Mais voilà, les gens qui ont toujours envie d'avancer, les gens qui ont toujours envie d'aller vers l'avant, et ben ils font appel à le cortex souvent très frontal comme ça, la raison, ils font appel à cette partie du cerveau. Ok? Ok. La sixième règle, c'est essayer de faire tourner un film sur l'écran mental des gens. Par exemple, quand je vous dis manger une orange, il y a je ne sais pas combien de vitamines dedans, et voilà. Donc c'est intéressant de manger des oranges. D'accord? Si je vous dis par exemple, ok, imaginez, c'est une journée très chaude, et imaginez, c'est une journée très chaude, et vous avez chaud, vous allez sur la terrasse, il y a une piscine, l'ambiance est sympa, et vous voyez une petite forme orange, et vous allez voir, vous n'êtes pas sûr que c'est une orange, ça serait cool parce que j'ai soif, et vous la touchez, et vous n'êtes toujours pas trop sûr, donc vous allez chercher un couteau, et vous la coupez, et là vous voyez à quel point elle est pulpeuse, il y a du jus qui coule. Et ça vous donne vraiment envie leur orange, elle est vraiment vive, elle est belle. Elle vous dit, ah, ça a l'air bon ça. Et donc vous allez la presser. Et à ce moment-là, vous goûtez cette orange et vous sentez à quel point elle est sucrée. Et pourtant, il y a ce petit goût acidulé qui vous désaltère complètement. Et c'est juste à ce moment-là un plaisir immense de boire ce jus de fruits. Donc, quelle est la version qui vous a plus le plus? C'est ok, buer des oranges ou manger de l'orange parce qu'il y a de la vitamine dedans, ou alors c'est l'histoire que j'ai racontée par rapport à cette orange. Il faut savoir que par exemple, les glandes salivaires, elles sont complètement contrôlées par le cerveau limbique, absolument pas par le néocortex. Donc à partir du moment où je raconte cette histoire-là, ça va aller dans le limbique, ça va me faire saliver.
si je vous parle de vitamines seulement, en disant bah, dans l'orange il y a des vitamines D, enfin pas vitamine D, mais vitamine C, blablabla, d'accord, votre cerveau va comprendre, mais ça va pas vous faire saliver, c'est pas possible, d'accord, c'est pas en contact, d'accord. Donc, il faut aller dans le storytelling. Et là, alors moi j'ai écouté toute la conférence et franchement il l'a fait avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de rythme, c'était super agréable à écouter. Mais moi c'est toutes des choses que j'ai déjà beaucoup entendues et j'entends énormément de storytelling. Et je commence à en avoir ras-le-bol de ces storytelling parce que bon, je ne l'ai pas noté, là je ne l'ai pas dit, mais il faut aussi choisir les bons mots. Il y a des mots qui sont beaucoup plus impactants que d'autres. Quand on dit, à votre avis, à quelle vitesse ces deux voitures se sont touchées, on a l'impression que c'est, même si on voit l'image, hein, on a l'impression que c'est plutôt sauf peut-être 10 km/h. Et quand on vous dit à quelle vitesse ces deux voitures se sont entrechoquées, c'est différent déjà. À quelle vitesse ces voitures se sont clashées, c'est encore différent. Et on a l'impression qu'en utilisant ces mots-là, on va mettre une vitesse supérieure. Bah, un clash, ce sera plutôt du 50 km/min en frontal par exemple, alors que quand on parle de voitures touchées, et même si on voit les deux voitures qui sont abîmées, bah, la notion de vitesse va être différente. Donc il faut savoir utiliser les bons mots. Le problème, c'est enfin moi, alors là, c'est complètement mon point de vue. Je vois tellement de storytelling où les gens utilisent des mots forts et au bout d'un moment, je trouve que c'est assez lassant. Moi, j'ai un problème avec ça. Et du coup, je lui en ai parlé et je lui ai dit, bah voilà, le problème, c'est que à partir d'où c'est du mensonge ou à partir d'où c'est de la manipulation et moi j'ai encore, même si j'entends ça depuis plusieurs mois, même années, j'avais interviewé un Anglais qui était dans la finance et lui je pense que c'était carrément de la manipulation parce qu'il n'avait aucun état d'âme. J'avais avec les cours de Keyhart et de Blerzinger et même leur façon de vendre les séminaires, c'est assez incroyable et en même temps j'aime bien leur façon de faire et j'adhère et en même temps j'ai quand même du mal et donc hier on en a parlé. Et donc lui il disait mais oui mais on peut toujours embellir. Embellir c'est ok, on est tous un peu dans cette histoire de manipulation, d'embellissement. Comme dit, je suis pas venue en pyjama à la conférence, je suis même maquillée à la conférence. Comme il dit, quand par exemple un homme propose de marier une dame, et ben il va pas lui lancer la bague en disant tu me maries, mais il va faire ça joliment, ils vont aller dans un restaurant, il va mettre une espèce de mise en scène pour rendre le moment inoubliable. Et c'est exactement la même stratégie finalement. Et c'est ok. Moi je trouve que c'est plutôt ok. Je préférerais que mon mari il fasse un scénario plutôt sympathique que de me jeter la bague ou de me laisser juste un matin en disant tu veux me marier, voilà la bague. Donc tout ça est ok. Mais voilà, je trouve que c'est assez compliqué. Et donc, en fait, je suis rentrée hier soir à 2h du matin et après, j'ai continué à regarder ces conférences. Je suis tombée sur une de ces conférences et là, par contre, j'ai bien aimé ce qu'il a dit et ça rejoint ma philosophie en disant il faut rester dans le contact avec le client, hein. Il faut pas juste manipuler avec les peurs, avec tout ça, mais il faut vraiment rester à son contact, aller dans ses valeurs et finalement challenger le client pour mieux définir ses besoins. Et là-dessus, je suis complètement d'accord. Je trouve ça super parce qu'en effet, les gens ont des besoins et les commerciaux ou les vendeurs sont là pour répondre aux besoins. Et après, aller challenger justement en faisant peut-être un peu appel à toutes ces peurs, à tous ces concepts-là pour juste mieux définir, je trouve ça très bien. Donc je pense qu'il faut rester complètement authentique. Et je pense que c'est toujours bon d'être en accord avec ses propres valeurs et de se battre pour les produits foncièrement qu'on aime et sur lesquels on peut complètement s'inscrire. Je pense que c'est super important. Et en même temps, il ne faut pas toujours penser qu'on a le droit d'imprimer ses valeurs sur le produit. Par exemple, si vous vendez une crème
qui coûte cher et vous vous dites oh là là, la crème elle coûte cher, du coup vous avez un peu du mal à en parler à la personne qui est en face, vous dit oh elle coûte cher, vu son revenu ça va pas le faire, et ben c'est une erreur. C'est une erreur parce que là vous êtes en train de mettre vos propres valeurs en jeu, et de quel droit vos valeurs à vous ou votre raisonnement à vous a une prédominance sur finalement le client. Et le client en fait, enfin, j'ai déjà eu le cas, le client, je lui propose un truc et moi dans ma tête j'ai une grosse voix qui me dit mais non, mais ne lui propose pas ça, tu es en train de l'arnaquer, de l'entourlouper, donc je préfère pas lui proposer. Et lui en fait il arrive et me dit mais Christelle, pourquoi tu m'as pas proposé, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait c'est ça dont j'ai besoin. Et moi j'ai ma petite voix de oui mais en fonction de son budget et tout ça il n'y a pas moyen. Qui je suis moi pour finalement considérer que mon jugement est supérieur au jugement de mon client. Donc je pense qu'il faut rester en accord avec ses valeurs pour choisir les produits qu'on a envie de vendre, pour choisir les idées qu'on a envie de vendre ou de défendre, mais à partir de là, essayer d'être ouvert le plus possible sur les valeurs des autres, comprendre leurs valeurs et en effet se dire, eh ben, je vais peut-être enlever tous mes freins parce que ce sont mes freins et ce ne sont pas les siens et ça ne lui sert pas que je mette mes freins dans l'équation. Ce n'est absolument pas intéressant pour le client. Et l'idée d'un vendeur quand même, c'est bien de servir le client. Parce que si on le sert correctement, il se souviendra de nous et il reviendra. Donc c'est pas de faire du one shot, mais c'est vraiment d'aller dans ses besoins et de le servir. Et on oublie nos propres valeurs éventuellement. Et on est dans un vrai intérêt au client. Voilà, 30 minutes, c'est long. En plus, j'ai pas été très marrante. Je suis désolée, mais j'avais trouvé cette conférence super intéressante et je pense que je vais acheter un bon week-end. On est vendredi, je peux dire ça. Bon week-end à tout le monde. Salut!